Merci messieurs d'avoir accepté mon invitation. Merci Marion. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Bien sûr, je te laisse l'honneur. Je commence. Allez, vas-y Thibaut. Donc je m'appelle Thibaut Royer, je vais sur mes 30 ans. J'ai un parcours un peu plus classique dans la finance, où après un master en finance plutôt orienté banque, je me suis dirigé vers un Big Four, donc un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle PwC, PricewaterhouseCoopers à Luxembourg, où j'ai passé un séjour de 5 ans entre 2017 et 2022. Et depuis ma démission en septembre 2022, je suis complètement orienté dans le domaine des crypto-monnaies et de la blockchain. Ok, pas mal. Yanis Mancourt, 29 ans, donc un poil plus jeune que Thibaut. Merci de me rappeler vos âges, messieurs, j'apprécie. Donc idem, un parcours assez classique, donc école de commerce, expérience en banque. Donc j'ai commencé dans la banque de particuliers, puis je me suis spécialisé dans la banque des professionnels et des entreprises. À côté de ça, donc je me suis toujours intéressé un peu aux crypto-monnaies depuis leur création, mais on y reviendra après. Et puis petit à petit, donc je me suis créé un portefeuille d'investissement, ce qui a fait que j'ai pu quitter mon entreprise, ma dernière entreprise en 2023, donc en début d'année 2023, pour me lancer à fond dans l'aventure entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, on peut dire que vous êtes trader à plein temps. Effectivement, oui. Mais pas que. Mais pas que, exactement. Pas que. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous faites? Parce qu'après, je vais vous amener sur votre rencontre. Donc on va partir déjà... Aujourd'hui, on fait pas mal de choses. Déjà, comme tu viens de le dire, on est trader à plein temps, donc pour nos fonds propres, mais aussi pour le compte de tiers. On y reviendra aussi. À côté de ça, on développe une académie de trading avec une plateforme en e-learning et on manage aussi une communauté, donc CryptoRise, tous les deux avec d'autres traders d'ailleurs. Est-ce que peut-être que, comme c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, vous pouvez me raconter brièvement ce que c'est que cette académie et qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Ouais. Tu peux continuer, t'es bien parti. Je peux continuer. Alors l'académie, il y a deux parties dans l'académie. Donc il y a CryptoRise dont je viens de parler brièvement à l'instant, que j'ai rapidement évoqué. C'est une communauté donc qu'on a montée en ligne sur Discord. Donc pour ceux qui sont familiers avec l'écosystème, c'est quelque chose d'assez commun. Et à côté de ça, il y a vraiment l'académie, donc Chain Ecos, où là c'est plutôt une plateforme dédiée à la formation en ligne, avec notamment des modules en e-learning sur la blockchain et sur le trading. Ok. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est comment vous vous êtes rencontrés? Parce qu'entre Paris, Luxembourg, chez PVC et l'autre chez HSBC, il y avait peu de chances de vous rencontrer. La magie d'Internet. Oui. Comme pour beaucoup de personnes, dans le domaine des cryptos, les premières rencontres vont se faire via les réseaux sociaux. Pour la crypto, c'est beaucoup sur Twitter. Donc on a beaucoup de personnes qui partagent du contenu de façon quotidienne, plus ou moins bon, c'est un autre débat. Et il s'avère que à la suite de mon départ et de ma démission de chez PwC, j'ai commencé à faire du streaming sur la plateforme Twitch. Donc c'était principalement du contenu éducatif avec de l'analyse de marché quotidienne, donc du lundi au vendredi, à partir de janvier 2023. Et c'est là que Yanis a pu me rencontrer, donc via ses lives. Et qu'à la suite de ces lives, il soit venu vers moi donc pour me proposer de commencer à partager du contenu donc ensemble au sein d'un groupe structuré donc via Discord, comme il évoquait juste avant, en février 2023. Et puis CryptoRise a démarré à la suite en avril 2023. Mais aujourd'hui, vous avez quand même créé un fonds d'investissement. Comment vous en êtes arrivé là? Synergie, beaucoup de synergie, de par le fait qu'autour de nous on a beaucoup de personnes qui sont intéressées mais qui n'ont pas forcément les connaissances ou le temps de s'impliquer autant qu'ils le voudraient pour gérer un portefeuille d'investissement. Il y a souvent deux catégories de personnes, des personnes qui ont le temps, donc qui peuvent prendre le temps de lire, de s'éduquer, de s'informer et donc de pouvoir se constituer leurs propres investissements. Et d'autres personnes qui n'ont pas ce temps sont des chefs d'entreprise par exemple ou des personnes qui ont des jobs qui leur prennent beaucoup de temps la journée, donc qui n'ont pas forcément le temps de suivre l'évolution des marchés et l'actualité économique. Et donc ces personnes-là sont plus à même de passer par des experts. Et suite à beaucoup de sollicitations autour de moi comme autour de Yanis,
C'est là qu'on s'est dit, c'est dommage de ne pas pouvoir les aider, sachant qu'on a les capacités, le réseau et les connaissances pour démarrer à structurer ce fonds, de ne pas le faire. Donc c'est parti de là. Du coup, est-ce que je peux vous demander les missions et l'origine d'un fonds d'investissement pour les personnes qui n'ont pas conscience de ce qu'on fait exactement? C'est une bonne question. Alors le fonds d'investissement, la mission principale, c'est de générer les actifs d'investisseurs, ce qu'on appelle les investisseurs, donc des clients du fonds, tout simplement, qui confient leur argent pour le faire fructifier. Donc ça peut être via divers leviers, ça peut être le placement dans des produits peu volatiles comme les produits structurés par exemple, avec des gains garantis mais aussi un risque plus modéré, ou alors ça peut être le trading actif, donc que ce soit les actions, les crypto-monnaies par exemple, et le but c'est justement d'accompagner le client en fonction de son profil et de ce qu'il souhaite faire de son argent pour dégager des rendements. Quels sont les principaux critères que vous prenez en compte lorsque vous faites une sélection de projets en crypto? Alors on parle beaucoup des fondamentaux derrière une crypto-monnaie. Donc ce qu'on appelle le fondamental, c'est l'essence du projet derrière le token qui a été émis, tout simplement. Après il y a aussi les éléments, les métriques, donc capitalisation boursière par exemple, le prix de l'actif, l'historique aussi, pas mal de choses. Tu peux compléter aussi, je pense. Et aussi, à côté de l'analyse fondamentale, l'analyse technique, on va avoir souvent ce qu'on appelle des narratives, des tendances dans le domaine des crypto-monnaies, où certaines catégories de crypto vont être plus tendances, plus sollicitées que d'autres. Et c'est souvent vers ces catégories-là qu'on s'oriente, puisque c'est là où on a du volume. Et où on a du volume, on a souvent de la volatilité. T'anticipes ma question. C'est ce que tout trader recherche. Donc, à côté de l'analyse fondamentale, on a aussi l'analyse technique, qui sont vraiment pour moi deux types d'analyse à part entière, différentes. Mais justement, t'as anticipé ma question suivante, qui était vraiment évaluer les opportunités d'investissement dans le secteur de la crypto. Parce que le mot volatile, il fait hyper peur quand on n'est pas du milieu. Du coup, j'aimerais bien un peu que vous me rassuriez. La volatilité, c'est, à mon sens, c'est pas un gros mot, justement. C'est le trader en a besoin pour générer du profit. Et si le marché est très peu volatile ou pas volatile, ça veut dire qu'il y a peu de mouvement. Et s'il y a peu de mouvement, c'est difficile de capitaliser pour générer du profit. Donc on a besoin de la volatilité. C'est pas quelque chose qui fait peur. Tous les marchés, que ce soit crypto ou les marchés plus traditionnels, les actions, les indices ont besoin de volatilité pour que les traders investisseurs puissent générer du profit. Donc en fait, que ça gagne ou que ça perde, c'est pas ça qui... Alors c'est plutôt que ça monte ou que ça descende. Merci. que le prix monte ou que le prix baisse, c'est pas ça qui doit arrêter un trader. Notamment aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la vente à découvert, donc la possibilité de short des actifs, c'est-à-dire... Pour résumer ça, comme Elon Musk l'avait fait par exemple, c'est comme si on vendait une maison sans la posséder. Donc c'est ce qui permet de contrôler, réguler le marché et l'empêcher de monter trop fort. C'est comme ça que ça a été implémenté en tout cas, pour cette raison-là. Et du coup, il y a possibilité de capitaliser dans les deux sens, quand ça monte, quand ça baisse. Ok. Du coup, je vous emmène sur la perspective du marché. Est-ce que vous êtes capable de nous donner un peu vos pronostics sur les 5 prochaines années en crypto-monnaie? C'est intéressant. On n'aura peut-être pas les mêmes objectifs. Je ne suis pas un grand fan de la spéculation à long terme, mais je vais donner mon avis. Pour répondre à ta question, alors on a pu observer au cours des précédentes années, si on se projette un peu en arrière, différents cycles de marché à la fois haussier et baissier au sein de la crypto-monnaie. Un premier cycle qui était plutôt orienté pour des investisseurs particuliers, qu'on va appeler les retail. Donc ça, c'était plutôt pour l'année 2017-2018. Ensuite, un marché qui a vu venir ce qu'on va appeler les corporates. Donc c'est plutôt des entreprises type Tesla, par exemple, qui a fait beaucoup de bruit. MicroStrategy, effectivement, dans les années 2020. Et maintenant, on voit arriver les institutionnels. Donc, qui dit arrivée des institutionnels dit différentes façons aussi de gérer son investissement, son portefeuille.
un investisseur particulier va réagir différemment aux émotions par rapport à un investisseur institutionnel. Donc, ce qui va amener pour moi à une stabilisation certaine du prix et à moins de volatilité à long terme. Donc, c'est vraiment ce que je retiens pour le long terme. Si on devait retenir quelque chose, c'est moins de volatilité. Ok. Et de ton côté? Moi, je le rejoins sur cette partie-là. C'est ce qu'on appelle la maturité d'un marché. C'est vrai que la crypto, pour en revenir à la volatilité dont tu parlais juste avant, c'était très volatile et c'est autant ce qui faisait peur, mais aussi ce qui faisait rêver les investisseurs particuliers. Donc on a eu beaucoup de success stories, mais aussi beaucoup de horror stories à l'inverse, de gens qui ont gagné des sommes astronomiques et d'autres qui ont tout perdu. Mais plus on va avancer dans le temps et plus on va aller chercher d'autres types d'investisseurs que des investisseurs particuliers. Pour revenir sur l'histoire de la crypto, à la base, c'était vraiment que des investisseurs particuliers. Et aujourd'hui, comme l'a dit Thibaut, on est beaucoup plus sur du corpo ou de l'institutionnel. Ce qui fait que le marché gagne en maturité, et plus il va gagner en maturité, moins il va être volatile. Donc moi, mes prédictions, puisque c'était un peu la question, pour moi, à la fin, il en restera, bon, pas qu'un, mais il en restera peu. Il en restera très peu, et c'est un marché qui offrira beaucoup moins d'opportunités qu'on en a pu en avoir dans le passé. Donc à mon sens, il faut plus s'attendre à réaliser des gains astronomiques, comme on en voit beaucoup sur YouTube, fois 1000, fois 10 000 sur des petites cryptos. À mon avis, ça tendra à disparaître, et le marché va se concentrer sur les principaux actifs, type Bitcoin, Ether, et certaines grosses capitalisations comme Solana, que j'affectionne par exemple, ou d'autres comme BNB par exemple, le token de Binance. Et toi, tu as des petites cryptos favorites? Oui, effectivement. Si on pense aux marchés qui sont tendance, on a tout ce qui est intelligence artificielle, Real World Asset Tokenization, Gaming. Donc si on parle de tokenisation, on va forcément penser à Ondo, par exemple, qui a fait un partenariat récent avec BlackRock à travers d'un fonds tokenisé. Si on parle intelligence artificielle, on pense beaucoup à Fetch AI, par exemple, qui va bientôt fusionner son projet avec deux autres projets, Océan et ASI, pour créer un nouveau token. Et si je devais en donner un troisième, je dirais Injective. Ok. Là, on a parlé du fond. Maintenant, j'aimerais un peu parler de vous et de votre ressentiment au niveau de la crypto. Puis si on peut donner un peu des petits tips à nos auditeurs, ça serait vraiment chouette. Comment vous... Parce que dans le fond, si je dis pas de bêtises, vous tradez qu'une seule crypto. Vous avez une spécialité dans le fond, c'est le Bitcoin. Mais du coup, vous venez de nous parler d'autres cryptos qui vous intéressent. Est-ce que vous pouvez un peu développer cette partie? Pourquoi, dans le fond, vous avez choisi une seule crypto? Pourquoi, à côté, vous regardez les autres? Voilà, quelle est votre approche pour nos traders? Moi, je peux... en expliquant avec des termes simples, on peut déterminer dans le marché 3 types de structures qui vont nous permettre ensuite de pouvoir anticiper des positions différentes. La structure haussière, la structure baissière et la structure de range. Donc un range, c'est quand le prix va évoluer entre deux bornes. Une borne basse qu'on va appeler support et une borne haute qu'on va appeler résistance. Et en fonction de ce type de structure de marché, c'est là qu'on va pouvoir déterminer nos prises de position de façon efficace. Donc soit des positions d'achat, donc pour parier à la hausse, soit des positions de vente, comme l'expliquait Yannis tout à l'heure avec les ventes à découvert, en pariant à la baisse. Ok, mais ça ne me dit pas pourquoi vous avez choisi de trader exclusivement le Bitcoin et pourquoi en privé vous tradez d'autres choses. Et pour compléter, effectivement, le Bitcoin va être la capitalisation crypto la plus importante. Donc qui dit plus de capitalisation dit le moins sujet à manipulation. Et le plus sujet à une analyse technique qui va être logique, censée plus guidée par la raison, le rationnel, que la manipulation. On peut aussi dire qu'il y a de la manipulation parfois autour du BTC, avec tout ce qui annonce autour de la réglementation, comme on peut le voir avec les États-Unis par exemple, où par le passé c'était quelque chose qui était complètement interdit, où on n'y voyait pas l'avenir, et où maintenant à l'approche des élections on voit que
c'est quelque chose qui... Il y a un vrai combat. Ouais, c'est quelque chose où on a complètement ouvert les portes et de façon assez rapide. En l'espace de 6 mois, on a eu un accord pour un ETF BTC et un accord pour un ETF Ethereum récemment. Donc le BTC, je dirais pour sa capitalisation principalement, et de par le fait qu'il puisse respecter les structures, donc entre marchés, structure haussière, baissière, range. Et vous avez pour ambition de trader d'autres cryptos dans le fond? À terme, je pense que oui. L'idée, c'est pas de se fermer les portes et de se limiter en termes d'opportunités et de possibilités de rendement. Comme Thibault le disait tout à l'heure, pour revenir là-dessus, il y a des narratifs souvent dans le marché et notamment dans la crypto. Donc on a eu le narratif du métaverse, du gaming, de l'intelligence artificielle. Et en fait, ces narratifs vont offrir le plus d'opportunités sur une période donnée. Donc se fermer les portes et ne pas aller sur ces narratifs-là, c'est se priver de belles opportunités. Donc à terme, oui, c'est quelque chose qui peut être forcément très intéressant. Mais maintenant, le Bitcoin permet un peu plus d'assurer nos arrières, puisque c'est l'actif le moins sujet à la manipulation. La manipulation, c'est quoi? Tout simplement, c'est par exemple s'il y a un petit projet avec peu de capitalisation, par exemple le détenteur d'un actif donné avec, disons, 100 000 $ par exemple, peut se décider un matin de vendre la plupart de ses actifs et de casser en fait le prix. Et ça, sur le Bitcoin, il faut y aller quand même pour faire monter ou faire baisser le prix tout seul. Il faut vraiment y aller. Donc si on est moins sujet à ces manipulations, on est moins sujet au risque. Et l'idée du fonds, et de tout trader d'ailleurs, on le rappelle, c'est de maîtriser son risque. Justement, tu parles de gestion de risque. Ouais. Il me semble, pour avoir écouté quelques-uns de tes cours, c'est un grand sujet. Comment vous êtes mis d'accord? Parce que vous êtes 3 traders au sein du fonds. Comment vous êtes mis d'accord sur cette gestion de risque et comment vous rassurez vos investisseurs sur la façon dont c'est fait? Alors, c'est vrai qu'à force de rencontrer les investisseurs, je me suis rendu compte, moi qui n'ai pas un investisseur du système traditionnel de base, parce que j'ai été impliqué assez rapidement dans les cryptos à partir de 2018 en termes d'investissement personnel. Je ne suis pas trop passé, même pas du tout, par le marché actions, matières premières ou forex, c'était vraiment directement crypto. On a une sorte de préjugé, je ne sais pas comment l'appeler, qui fait que les investisseurs pensent qu'en investissement en crypto, on peut tout perdre. Et cette idée, elle est mauvaise dans le sens où c'est là qu'intervient la gestion du risque. Si on prend l'exemple d'un portefeuille d'investisseurs d'une valeur de 100, il va être stable. Donc, quand j'entends stable, j'entends toujours valoir 100 $. Ensuite, il va être exposé au risque à partir du moment où on va s'engager dans une opportunité. Donc, quand je suis stable, mon portefeuille vaut toujours 100. Quand je m'engage dans une opportunité, j'expose une partie de ce portefeuille qui généralement représente 0,25 et 1% au maximum, de sorte à ce qu'une fois que je m'engage dans l'opportunité, je puisse perdre maximum entre 0,25 et 1%. En fait, tu contrôles et tu limites ton risque par rapport à la position que tu prends. Donc C'est pour ça. donner une idée, on passe de stable, 100, à une opportunité, puis stable, puis opportunité, puis stable, opportunité. Et le but, ça va être, comme le principe, le fonctionnement des intérêts composés, d'accumuler des petits gains pour faire croître de façon organique le portefeuille et se fixer des objectifs sur long terme qui nous permettent d'atteindre certaines performances, tout simplement. C'est ça, donc le but, pour compléter, c'est de minimiser la perte et de maximiser le gain. Je pense qu'on a pas mal d'auditeurs qui débutent dans le trading qui nous écoutent. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner sur la gestion de risque ou qu'est-ce que vous dites à vos élèves sur comment gérer le moment où je dois sortir, le moment où je peux rentrer Il y a beaucoup à dire. Mais on a tout le temps. Ce qu'il faut dire, c'est commencer à se bâtir un système, une stratégie qui va permettre de repérer les bonnes opportunités. Parce qu'il y a toujours il y a des opportunités à chaque instant, chaque minute sur le marché, et notamment le marché des cryptos. Mais ça va dépendre du système et de la stratégie qu'on utilise. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et ensuite, parmi tout ce qu'il y a à dire, c'est avoir un risk management bien cadré et s'y tenir. Donc c'est rester discipliné. Si on a pour principe, par exemple,
pour reprendre l'exemple qui a été donné, de limiter la perte à 1% par exemple du total maximum du total du portefeuille, c'est se tenir à ces 1% et pas aller chercher du 3% ou du 4% ou du 5%, parce que là ça peut aller très vite pour perdre une grosse partie de son capital, et s'en tenir au plan, c'est ce que... Mais tous les deux, vous avez tous les deux eu des success stories, de très belles, je pense, success stories, et que si vous pouvez même nous donner quelques exemples de succès notables dans votre carrière de trader. Vous n'avez pas systématiquement géré votre risque à 1%. Non, mais du coup, comme tout le monde, on est passé par la case liquidation plusieurs fois. Mais ça, c'est intéressant, et je pense que ça va rassurer aussi les gens qui nous écoutent. C'est quand tu reçois un email plus un SMS de l'exchange sur lequel tu trades qui te dit que tu n'as plus d'argent. Et ça, moi, je peux le dire assurément, on y est tous les deux passés. On l'a tous les deux vécu. Et tout le monde, d'ailleurs, le vit. Je ne connais pas un seul trader qui en vit ou qui a réussi, qui n'est pas passé par cette expérience-là. Excuse-moi, je te coupe, mais je trouve ça tellement intéressant parce que du coup, c'est assez similaire à l'entrepreneuriat. En fait, on est quand même dans une culture, on le répète c'est la même souvent. chose, voilà. La liquidation, c'est un peu, ça fait partie de la phase d'apprentissage. Mais c'est l'échec. Voilà, l'échec, en fait, en tant que trader, vous avez besoin d'échouer pour comprendre comment réussir. En fait, c'est tu te trompes, et à force de te tromper, il y a plusieurs types de personnes. On va en prendre deux. Il y a celui qui se fait liquider, qui abandonne, et du coup qui se dit ah oui, en crypto on perd tout, c'est de l'arnaque, c'est un scam souvent, la plupart des gens disent ça. Et il y a celui qui va essayer de comprendre pourquoi il s'est planté, et ça, là on peut faire le lien avec l'entrepreneur. Donc, pourquoi est-ce que je me suis trompé et qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche, et là du coup on va mettre en place une stratégie, un risk management, etc. Mais malheureusement si tu passes pas par la case je me suis fait liquider, tu gagnes pas en sensibilité par rapport à ces aspects là. Mais du coup, vos success stories, parce que est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de succès notable, et comment vous avez géré ce risque? Un succès notable en trading. Je pense que vous verriez leurs yeux complices là tout de suite. Je pense que le meilleur coup, parce que moi si je devais parler d'un succès notable, c'est pas vraiment un succès, c'est plutôt de la chance. C'est que j'ai investi la première fois sur les bitcoins quand ça valait une centaine de dollars. Non mais attends, on rappelle, t'as 29 ans. Donc t'as commencé à quel âge, Yannis? J'ai commencé, alors je sais pas commencé, mais j'ai entendu parler la première fois des cryptos, c'était en 2012 je crois. En 2012, en fait je vivais chez ma grand-mère, pour la petite anecdote, et mon oncle qui vivait aussi minait du bitcoin. Et en fait quand je jouais à l'ordinateur, ça me faisait ramer. Donc ça affectait les performances de l'ordi, et ça faisait cracher le jeu. Et moi je comprenais pas, et il me disait faut faire tourner le logiciel de minage, de mining de bitcoin. C'est comme ça que la première fois que j'ai entendu parler de crypto en fait. Et la seconde fois, c'est quand j'étais à la banque en 2016 ou 2017, et que le bitcoin a commencé à atteindre des prix qui en faisaient beaucoup parler, qui attiraient l'attention sur lui. Et là, ça m'a rappelé en fait ce que faisait mon oncle à l'époque. Et je me suis dit mais le bitcoin, c'est le truc dont il me parlait et qui valait des centimes. Et aujourd'hui, mon jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on en parle et ça vaut des milliers de dollars. Donc c'est comme ça que je m'y suis intéressé, et j'ai commencé parce qu'à l'époque, forcément, en 2012, j'étais au lycée, donc j'avais pas forcément d'argent à dépenser dans les cryptos. Et en plus, c'était très difficile. Et quand j'ai commencé du coup dans la banque en alternance, là, j'ai commencé à mettre un petit peu de billes dedans. Et de mémoire, je crois que j'avais eu un bitcoin pour 350 €, quelque chose comme ça. Donc quand on sait qu'aujourd'hui ça en vaut 65 000 à l'heure où on se parle, je crois. Ouais, c'est ça c'est ça la beauté de l'histoire. Et Thibaut, c'est plutôt lui, c'est plutôt un coup de pour ceux qui ont vu le film The Big Short, c'est plutôt quelque chose comme ça. Donc c'est un peu plus palpitant, je pense, s'il veut en parler. Ouais, moi effectivement, on va dire que j'ai eu une progression assez linéaire jusqu'à un moment où des opportunités de marché, comme on discutait tout à l'heure, une grosse opportunité est arrivée. Donc c'était pour moi principalement à l'été 2021, où on a eu le top en fin d'année 2021. Donc ça a commencé à partir de ce moment-là. Donc on a toujours tradé très haut pour le BTC entre l'été et la fin d'année 2021 où il y a eu le top.
Donc c'est là où j'ai commencé à me positionner short, donc vente du BTC. Donc on était entre 60 et 70 000 à l'époque-là. Et il y a plusieurs événements qui ont fait que le prix a chuté de façon assez forte. Donc moi qui pensais que ça allait être un trade, une position que j'allais garder comme habituellement sur peu de temps donc pour remplir un objectif, s'est transformé en ce qu'on appelle un swing, donc une position qu'on va garder sur une plus longue durée et sur plusieurs semaines, et ça s'est transformé en plusieurs mois. Puisqu'on a eu une suite d'événements assez négatifs pour l'environnement crypto, entre la réglementation, entre la chute de FTX. Le début du quantitative tightening aussi. Oui, le début de la hausse des taux et de l'inflation, qui fait que l'argent sort des marchés, donc pousse les prix vers le bas. La guerre en Ukraine, je peux encore citer pas mal d'événements, a fait que le prix a beaucoup chuté et m'a fait gagner pas mal d'argent, et de sorte à sécuriser tout ce que j'ai pu faire les années passées et pouvoir démissionner de chez PwC et commencer à construire. Il est vrai que je côtoie assez souvent Thibaut dans le travail et il a un petit journal. Est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire de petit journal? Quel type de journal? Ah non, on est dans un monde professionnel. Non, mais je trouve ça incroyable de vous voir, vous, messieurs, et d'avoir un petit journal intime. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce journal? Je t'en prie. Soyez pas gênés. Moi aussi, j'ai un journal. Au départ de ma... on va l'appeler carrière, de ma carrière de trader, j'étais souvent tout seul et j'essayais de chercher des informations à droite à gauche, et je me suis aperçu que c'était pas forcément le moyen le plus optimal de progresser que de chercher par soi-même. J'ai donc rejoint une communauté de traders plus expérimentés à l'époque, donc vraiment au tout départ, c'était en courant 2019. Donc il m'a fallu à peu près 1 an de perte pour réaliser déjà qu'il fallait que je m'entoure de personnes avec le mec il est têtu hein. Pendant 1 an il descend. Et tout y passait, hein, les 13e mois, les bonus, les excédents de salaire, tout y passait. Elle devait être contente. Maintenant oui, avant un peu moins. Et c'est ça la beauté de l'histoire. Et attends, j'ai un trou là. Oui, et donc je me suis entouré de personnes plus expérimentées dans cette académie, donc on peut appeler ça des mentors, et ces mentors m'ont tout de suite recommandé, première chose à faire, fais-toi un journal où tu vas documenter tout ce que tu fais. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de créer un journal, et que j'ai toujours poursuivi, et ça dans le but, on peut encore rebondir sur ce que disait Yanis tout à l'heure, d'apprendre de ses erreurs et de pouvoir s'en servir pour ne plus les reproduire. Et un journal, on le répète aussi assez souvent à nos membres au sein de l'académie, c'est vraiment la base et ce par quoi on doit commencer. Et tu mets quoi dans ton journal? Alors, plusieurs types d'informations, mais principalement, ça va être les prises de position, le raisonnement et l'issue de la position. Est-ce que c'est un gain, une perte? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Et de sorte à pouvoir, une fois qu'on prend du recul, avoir une vue d'ensemble sur ce qui a été fait sur une certaine période. Ça peut être 1 mois, jusqu'à plusieurs mois, jusqu'à une année, et se donner des axes d'amélioration, puisqu'on apprend vraiment tous les jours dans cet écosystème, et ce serait mentir que de vous dire que oui, je sais tout sur tout et je peux répondre à toutes les questions. C'est pas vrai du tout. Donc c'est ça qui est important, de consolider ce qui est appris dans le passé et nourrir ça pour s'améliorer dans le futur. La semaine dernière, pour préparer cette interview, j'ai interviewé un de vos élèves, Mathéo, et je lui ai demandé comment il percevait le trading, et comme vous étiez ensemble dans ce fonds d'investissement avec votre 3e associé Warren, qui est aussi trader, est-ce que vous tradiez de la même façon? Et il me dit, en fait, tu sais Marion, c'est marrant parce qu'ils arrivent au même résultat, mais ils n'ont pas du tout la même logique. Et, ouais. Et du coup, je me suis dit, mais comment vous faites pour vous mettre d'accord dans le fonds d'investissement? Alors, c'est chouette le résultat, hein, mais sur la façon d'y aller. En fait, on est d'accord déjà sur la base. Donc, la base, c'est le risk management, donc la gestion du risque. Et ça, c'est... si on n'était pas d'accord là-dessus, il n'y aurait pas eu de projet en commun, je pense. Donc ça, c'est vraiment la base. Après, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de stratégies, de systèmes de trading. L'important, c'est d'arriver à générer du profit sur
sur une période assez large, plutôt sur le long terme, donc d'être rentable. Donc voilà, c'est ça la formule, c'est vraiment un risk management qui soit bien rodé et la rentabilité. Et sur ça, déjà, on était d'accord là-dessus. Tous les trois. Donc, oui, tous les trois, parce qu'on a chacun déjà une expérience en tant que trader pour compte propre, et on a aussi chacun une expérience professionnelle dans le domaine financier. Et pour tous les auditeurs qui sont dans la finance, on entend systématiquement gestion du risque, maîtrise du risque, le risque, tout le temps. Donc c'est la première chose sur laquelle on est sensibilisé quand on arrive dans le monde de la finance, que ce soit de la banque, de la finance de marché, peu importe, c'est toujours le risque. Bah, du coup, moi, ça m'amène à une question. Quelles sont les principales préoccupations de vos investisseurs ? Souvent, pour moi, je dirais préserver son capital, qui est la règle numéro 1. Donc, du coup, c'est pas gagner beaucoup d'argent, c'est d'abord de préserver ce qu'ils ont. Oui. Okay. Après, comme on le disait au tout départ, c'est vraiment important de discuter avec chacun et de comprendre le besoin de l'investissement de chacun, parce que chaque personne va être différente, va avoir un profil d'investisseur différent. Donc rencontrer les personnes, essayer de comprendre d'où elles viennent, ce dont elles ont besoin, et à partir de là, construire un investissement qui va répondre à leurs besoins. Et je suis désolée Thibaut, pour moi c'est pas très clair, parce que moi je vais peut-être investir dans la crypto parce que j'ai pour ambition de m'acheter un camping-car, et Romain qui est en coulisses a peut-être pour ambition de demander sa femme en mariage et de payer un mariage. Alors, vous voyez, en soi c'est pas ça qui va vous faire changer la façon de trader. Non, et c'est pour ça vraiment que notre approche et ce qu'on construit est vraiment basé pour répondre à des besoins institutionnels de base, donc autour du risque, pour que des personnes, qu'elles soient à la fois investisseurs professionnels ou corporate, puissent en profiter. Et la première question qu'on a vraiment, c'est où sont mes actifs, par exemple. Si j'investis, où sont logés mes euros, où sont déposés mes euros. Ça, c'est une question auquel on peut répondre. Par exemple, à l'heure actuelle, on a des banques traditionnelles qui peuvent nous permettre d'avoir des outils très performants pour trader de la crypto-monnaie au travers de plateformes d'échange. Si on prend l'exemple de FTX, donc fin 2021, qui a fait faillite, c'est quelque chose qui est resté dans les esprits de beaucoup de personnes, et où beaucoup de personnes n'ont pas oublié, ont perdu beaucoup d'argent ou ne veulent pas vivre ça si elles ne l'ont pas vécu. Et il y a eu deux choses qui ont été mises en place, principalement au niveau des échanges. Une première a été l'épreuve de réserve, donc à la suite du crash d'FTX. Donc maintenant, les échanges se doivent de prouver les réserves, et ces réserves sont auditées par des commissaires aux comptes, donc Big Four d'où je viens, type PwC. Et là, à l'heure actuelle, par exemple, si vous travaillez avec Swissquote, qui est une banque suisse mais qui est également présente à Luxembourg, vous avez ce qu'on appelle le tripartite, qui va être le fait d'avoir vos actifs donc déposés à la banque, et ces actifs vont vous servir de collatéral pour la plateforme d'échange. Donc je m'explique, à aucun moment il va y avoir de transfert d'euros de la banque vers l'échange. La banque va envoyer une garantie bancaire à l'échange qui va nous permettre de débloquer l'équivalent en marge pour trader que ce dont je dispose de collatéral à la banque. Mais si tu perds l'argent, si la position elle n'est pas bonne et que tu perds de l'argent, ça ne garantit pas à l'investisseur de récupérer sa mise de départ. Non. Ça reste un placement à risque. Ouais, non, là, je vais vraiment démarrer sur l'aspect où sont mes euros, parce que c'est la première question qu'on nous pose. Oui. Et ensuite, là, pour moi, ça fait partie de la gestion du risque, mais c'est vraiment la base, la première brique, où sont déposés mes euros. L'avantage qu'on a, c'est qu'ils peuvent être conservés dans une banque dépositaire qui est régulée auprès de la CSSF avec la licence VASP à l'heure actuelle. Juste pour nos auditeurs, la CSSF... C'est l'équivalent de l'AMF en France, l'autorité des marchés financiers. C'est la police de la finance. La commission de surveillance du secteur financier, voilà. Très précis. Exactement. Et on vous aime beaucoup d'ailleurs. Okay. Venez nous dire bonjour. Oui, et avec la réglementation qui arrive, Mika, en Europe, je pense qu'on pourra en discuter prochainement. L'aspect réglementaire est un aspect qui prend de plus en plus de place dans l'écosystème, donc travailler et s'entourer d'acteurs qui répondent à ces exigences réglementaires, c'est indispensable et très important. Donc, j'allais justement vous demander un peu au niveau réglementation comment ça évolue, et je sais déjà
où est-ce que je veux un peu t'emmener. Je sais que tu investis dans des sociétés qui n'ont rien à voir avec la crypto. Tu soutiens pas mal d'entrepreneurs qui développent des projets. Est-ce que tu peux justement parler de cette réglementation, de cette crypto, ta façon de voir l'entrepreneuriat? Oui, alors la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est sûr qu'elle aurait été tout à fait différente en 2018, 2019, même 2020. On peut vraiment constater que les choses s'accélèrent d'un point de vue réglementaire depuis quelques mois et même 1 an ou 2 ans, avec par exemple l'arrivée de la première réglementation autour des actifs virtuels dans le monde entier, qui va s'appliquer pour l'Europe, donc MiCA en l'occurrence. Ça va vraiment fixer un premier cadre à la crypto. Donc qui dit cadre dit forcément activités qui vont rentrer dans des cases. À l'heure actuelle, vous pouvez très bien, même avant MiCA, avoir des transactions effectuées en crypto-monnaie. Par exemple, je peux partir en voyage en payant en crypto, je peux payer une voiture en crypto. Ça reste un moyen de paiement comme des fiat. Donc les fiat, ça va être les euros, les dollars, etc. Donc ce qui est positif, c'est que pour tout cadre, forcément, on sait où on va. Là, ce qui était compliqué avant, c'est de se dire, OK, c'est un peu une zone grise. J'essaye de construire, de développer une activité, mais je ne suis pas sûr que ça soit conforme aux attentes du régulateur local. Donc maintenant, de se dire qu'on a une base et qu'on peut faire un petit pas en avant et qu'ensuite la loi fera un petit pas en avant, c'est forcément rassurant et positif pour l'avenir. On a aussi, par exemple, à Luxembourg, la première société de gestion autorisée à gérer des fonds crypto, Web3 et private equity à Luxembourg, qui s'appelle Six Monks, en avril. Donc c'est vraiment des signes positifs pour l'avenir, en tout cas en Europe et à Luxembourg. Certaines personnes verront la réglementation comme négative, d'autres comme positive. Il faut prendre, je pense, les deux, les avantages et les inconvénients. Et moi, j'y vois beaucoup plus d'avantages dans le sens où c'est un écosystème qu'on va vraiment pouvoir démocratiser et via un langage simple, des termes simples pour aller vers une adoption de masse dans les prochaines années. Est-ce que tu as la même vision des choses, Yanis? Plus ou moins, ouais. Je suis très d'accord avec l'idée de prendre les avantages et les inconvénients qu'apporte la réglementation. Et par rapport à cette réglementation, je pense que ça va se jouer là, d'ailleurs, puisqu'on va avoir... en France, en Europe, on n'est pas sans savoir que là, il y a un enjeu qui se joue avec les élections européennes et selon les partis qui vont être les plus représentés, il y aura forcément des cadres qui vont être posés et qui vont changer d'un parti à un autre. Et il y a surtout, puisque c'est un peu ce qui donne le ton, les élections aux États-Unis, donc avec Donald Trump par exemple qui a fait des déclarations pro-crypto, où il veut placer les États-Unis comme la place de la technologie blockchain, puisque ces derniers mois, dernières années, il y a quand même eu beaucoup de négatifs qui émanaient des gouvernants en place aux États-Unis, ce qui faisait fuir un peu les acteurs du marché. Et là, l'enjeu qui se joue aux États-Unis, en tout cas ce qu'on voit depuis quelques semaines dans la campagne qui oppose le camp Biden au camp Trump, par exemple, c'est qui va faire en sorte que les acteurs de la blockchain et du marché des crypto-monnaies veulent s'installer aux États-Unis ou y rester. Mais justement, c'est une de mes questions que j'avais listées, c'est quel impact souhaitez-vous sur l'écosystème de la crypto-monnaie et de la blockchain? De la protection, ouais. Moi je dirais déjà. La protection de l'investisseur en règle numéro 1, parce que je connais trop de personnes autour de moi qui ont été victimes de scams, qui ont perdu de l'argent, et où à l'heure actuelle, on a des moyens de forcément éviter ça et de pallier à ça. D'ailleurs, je crois que régulièrement, ton entourage... notamment la semaine dernière, est capable de t'appeler et tu dis non, c'est un scam. Oui, encore la semaine passée, c'est vrai. Et pour des personnes qui n'ont jamais mis ne serait-ce qu'un doigt de pied dans la crypto. Donc ça peut paraître attrayant des fois, des promesses de beau rendement, des promesses de paiement, et il y a vite des drapeaux rouges qu'on peut identifier. Et c'est aussi ce qu'on essaye de partager tous les jours comme information, parce que c'est toujours actuel et il faut se battre contre ça. Mais à l'avenir, la réglementation fait que ça tend à se diminuer comme un entonnoir où des années en arrière, on avait une tonne de possibilités de pouvoir échapper à certaines choses, et où maintenant, ça devient quand même très compliqué de le faire. Donc c'est assez positif puisque ça met en avant
les acteurs qui jouent le jeu, qui se plient à la réglementation et qui cherchent à faire avancer les choses tout simplement. Mais du coup, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite investir en crypto? Déjà, se renseigner et faire preuve de beaucoup de vigilance, parce que c'est facile de tomber dans des pièges. On va pas citer de nom pour Non, éviter s'il certains vous problèmes, mais ces dernières semaines et derniers mois encore, il y a eu un afflux massif de personnalités, de célébrités qui sont arrivées dans l'écosystème, qui ont lancé leurs projets. Et généralement, ça se termine mal pour l'investisseur. Et ça, c'est des choses qui, à mon sens, devraient être cadrées, pas stoppées, parce qu'on ne pourra pas empêcher quelqu'un de sortir un projet, mais en tout cas de cadrer pour éviter les fins dramatiques qu'il y a pu avoir pour certaines personnes. Ouais, enfin, vous êtes gentil, moi vous me dites renseigne-toi, mais je me renseigne de quoi? Vous voyez, c'est un peu Alors, facile. déjà sur l'investissement, pourquoi on investit? Si on investit parce que notre chanteur préféré nous a dit de le faire déjà, on commet une erreur. Et si on apprend à investir, c'est une erreur qu'on ne commettra pas, par exemple. Mais parfois, vous pouvez, moi je vous donne l'exemple de mes parents, quoi, 60 ans, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont un peu d'argent et qui se disent... C'est comme tout, Ben, si on la a crypto. envie d'investir notamment dans la crypto-monnaie, c'est comme si on avait envie de refaire sa toiture. Si on n'est pas doué pour faire des travaux, on va pas essayer de le faire soi-même. On va à minima demander des conseils ou alors le faire par quelqu'un d'autre. Après, Je t'as ne les dis pas tutos qu'il faut YouTube. faire gérer son argent par quelqu'un d'autre systématiquement. Non, mais oui. C'est pas de la pub pour eux. mais Et puis mais dans même, l'idée, t'as droit. c'est d'aller se renseigner. Ça fait partie de la vie quotidienne de se renseigner sur tout et n'importe quoi auprès de professionnels. Pourquoi pas dans la crypto, justement. On se renseigne pour tout aujourd'hui, donc on peut le faire. Puis en plus, souvent, il faut le dire quand même, c'est plutôt bien fait et gratuit. Donc autant en profiter. Alors, moi je suis investisseur, je viens dans un fonds. Comment vous m'informez sur l'évolution de mon portefeuille? Comment je sais ce que j'ai et comment je peux le retirer, etc. Je pense que ça serait intéressant aussi d'expliquer aux gens que c'est pas si compliqué. Ça dépend si on investit pour soi-même. En général, on va plutôt passer sur des exchanges, une manière assez en fait, classique d'investir. je reformule ma question. Ah Excuse. non. Bon, je suis investisseur en crypto-monnaie. Par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Vous pouvez nous donner quelques conseils? Alors, après s'être renseigné et formé, comme l'a évoqué Yanis, il y a beaucoup à l'heure actuelle de plateformes qui existent, sans faire de pub pour l'une ou l'autre, mais les plus connues vont souvent être Binance, Coinbase. D'ailleurs, demain, on accueille votre associé Ouais. qui vient nous parler des plateformes. Comme c'est un ancien de CoinHouse, il vient nous parler de tout ça. Parfait. Et donc, au travers de ces plateformes, vous pouvez faire un dépôt en euros de façon classique, même avec sa carte bancaire maintenant, ou un virement. À partir de là, vous avez la possibilité d'acheter des actifs directement sur la plateforme ou de les vendre. Donc, c'est complètement liquide. C'est des achats qui peuvent se faire et des ventes qui peuvent se faire au sein de la même journée. Que ce soit de 10 euros, de 100 euros, de 1000 euros, de 10 000 euros, de 100 000 euros. Vous aurez la liquidité pour acheter, vendre et pouvoir faire des arbitrages vous-même. Donc c'est la façon la plus répandue, donc au travers d'échanges centralisés. Et ensuite vous avez aussi la partie décentralisée qui est un peu plus technique et qui est, je pense, réservée aux investisseurs qui sont déjà éduqués. Et je pense qu'on pourra prévoir un podcast à ce sujet-là. Donc je pense que la façon la plus simple, c'est de passer par un échange centralisé à l'heure actuelle. En tout cas, je vous remercie parce que vous m'avez passionné pendant ces 45 Avec minutes plaisir. ensemble. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bon, déjà, dans un premier temps, la réussite dans tous nos projets, je pense. Après, à terme, on en parlait tout à l'heure, un objectif plutôt long terme, mais si on peut amener notre fonds en bourse, par exemple, ça pourrait être incroyable. Être une référence, en tout cas, en Europe à minima. Même chose que Yanis, vraiment le but de notre côté, c'est de mettre un certain standard à tout ce qu'on fait et de se dire que c'est pas parce qu'on investit dans de la crypto que forcément c'est pas transparent, c'est un scam, je sais pas ce qui se passe. On mise vraiment sur la transparence. On rencontre beaucoup de personnes qui peuvent voir comment on travaille dans nos bureaux. On peut leur expliquer comment ça fonctionne. On est ravis de passer du temps vraiment
à faire de la pédagogie parce que pour nous, c'est vraiment la porte d'entrée. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est vraiment d'être reconnu pour ce standard-là, de mettre la crypto dans un cadre vraiment compréhensible et de démystifier l'écosystème. Merci messieurs, merci de votre temps. Merci. Merci à toi. Et puis la suite au prochain épisode. Avec plaisir. Avec plaisir, À très merci. bientôt, merci. À À bientôt. très bientôt.